De quoi tu parles? De quoi tu parles, Bienvenue à une autre semaine. De quoi tu parles? De moi, Nicolas Monette. Et moi, Marc-Antoine Joly. Une semaine spéciale. Contact ontarois. C'est des contacts entre des Ontariens et des Ontariennes. Mais pas seulement des Ontariens et des Ontariennes. Mais aussi des Québécois. On a du monde de partout. Oui. Oui. Un Acadien. Oui, des gens de les prairies. Oui, puis l'Alberta. C'est pas les prairies, ça? Non, c'est pas comme les Rocheuses. C'est comme la zone C'est grise. comme la zone grise. C'est ouais. quand les terres agricoles commencent à être moins bonnes parce qu'il y a trop de roches. C'est comme Hawkesbury. C'est comme se la faire, zone grise. C'est comme se faire donner des terres dans l'An 40, mais t'es dans le Nord ontarien pis t'as rien que des roches. Ça donne rien. Hey, merci d'être là. Merci de nous suivre à Facebook, Instagram et aussi sur vos plateformes de balado préférées et aussi YouTube parce qu'on est en vidéo à ce temps. Vous pouvez voir nos bines plus ou moins belles. Exactement. Faire des faces. On a tous les deux, par exemple, eu la bonne idée de se donner une coupe de cheveux. Ben, on se l'est pas donné nous autres mêmes. Moi, oui. Tu te l'es donné toi-même? Non. Moi, j'ai hâte d'être à l'âge où je me donne ma coupe de cheveux seul. Ça veut dire que ma calvitie fait vraiment effet. Puis là, je peux juste me passer le rasoir puis être bien avec ma vie. Je me souviens plus c'est quel acteur qui disait qu'il utilisait genre c'est comme un vacuum puis ça coupe en même temps. Mais c'est un acteur connu, Mel Gibson, je pense. Puis il disait qu'il utilisait ça. Ben, Mel Gibson, il a une tête de cheveux. Oui, mais c'est ça, il utilise là, comme sock cut, je pense que ça s'appelle. Sock cut, ben oui. On connaît tous le sock cut. Non, mais j'ai vu ça, là. C'était une vidéo. C'est comme un art martiaux un peu wax. Ouais, c'est zéro pertinent. T'es-tu tout ceinture ça. noire là-dedans? Toi? Moi, je suis surtout pas de ceinture là-dedans. Ben, aujourd'hui, un invité très spécial. Oui. On pourrait même dire une institution de la Oui, francophonie vraiment. ontarienne, de la musique canadienne. Michel Lalonde, groupe connu, Loup-Garou, qui est devenu Garou-Loup. Oui. Une histoire d'avocat. Puis il y avait Une histoire un autre on va lui groupe. demander. On va lui demander. On va lui demander leur juste peut-être là-dessus. nous le dire. Peut-être. Ou peut-être qu'il va dire arrêtez-moi de parler de ça. Vous auriez dû faire toutes vos nouvelles avant. Quoi? Sinon, plus tard cette semaine, Shawit aussi. Oui. Alexis Normand. Oui. Et puis Joseph Edgar. Eux autres sont tous en spectacle vendredi. À quelque chose qui s'appelle Contact Ontarois. Donc, au Centre des Arts 5000, vitrine grand public. Donc, on vous invite d'y être. On va y être. Donc, on va être capable de donner des... On va être là toute la semaine. Écoutez les vitrines. Et moi, cette année, je peux en profiter parce que je suis pas en vitrine. Encore! Ce qui est drôle, c'est en ce moment, je parle sur des applaudissements, quelque chose qui arrive jamais. Non, surtout après ta musique. Eux autres sont vendredi. Garoulou. Oui. Michel Lalonde. Pas Garoulou, juste Michel Lalonde. Michel Lalonde. Mais il fait des tunes de Garoulou. Oui, Et des là- tunes à lui-même aussi. Et à lui-même aussi. Mercredi, le 17. Oui, maman, c'est bonne. Bravo, Nicolas. Champion. Oui. Champion. Ben, Contact Contraire commence mercredi. On va être là. On espère vous voir. Oui. Maintenant, on fait des pauses à la caméra parce qu'on est filmé. Ouais, puis là... On se sent spécial. 3, 2, 1, entrevue! De quoi tu parles? De quoi tu parles? Cette année à Contact Ontarois, on va avoir ce que j'aime appeler une institution de la francophonie canadienne en spectacle. De Glen à Garoulou, on pourrait même rajouter Loup-Garou. Édition toute spéciale de l'émission De quoi tu parles avec notre invité d'aujourd'hui, Michel Lalonde. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Pareil, moi, vous voir en spectacle, j'ai eu la chance de vous voir au Festival franco-ontarien. Ouais, moi aussi, j'étais là. C'était 2 tonnes. Fait que j'ai pas eu l'expérience Michel Lalonde, mais là, j'ai hâte de l'avoir à Contact Ontarois. C'est plus de 50 ans de carrière. Comment est-ce que t'as encore la piqûre pour faire de la musique après toutes ces années-là? Ben, c'est-à-dire que j'ai toujours fait carrière, mais j'ai quand même fait d'autres travail à travers ça. Pendant 24 ans, j'étais réalisateur radio. Mais à travers ça, j'ai fait 2 albums solo, j'ai fait 2 albums avec un groupe de l'Ouest qui s'appelle La Raquette à Claquette, avec qui je collabore toujours. Oui. Et j'ai fait un album avec Garoulou dans cette période-là. Donc, mes vacances étaient assez occupées, disons. Donc, j'ai jamais vraiment abandonné, quoique, comme tu vois, j'ai quand même fait des choses en parallèle. Ben c'est pour ça, je pense. Puis écoute, moi, de toute façon, quand j'avais pris le poste de réalisateur, je m'étais dit que c'était en attendant que je reviendrais toujours à mes premiers amours, qui était la musique, la chanson. Et puis,
je connais très peu d'artistes qui prennent vraiment une vraie retraite. À un moment donné, on continue aussi longtemps qu'on a le goût. Puis c'est là que je suis rendu. Encore le goût de faire des spectacles aussi, de faire des albums, la composition. Vous avez vraiment, comme vous avez dit, jamais arrêté complètement. De pouvoir faire des spectacles sous votre nom, ça vous fait quoi? Ben, écoute, j'ai quand même fait mon premier album solo en 1987, donc oui. Ça fait quand même un certain temps. Mais je veux dire, j'ai toujours réussi, disons, je pense, à faire un peu la différence des choses entre Michel Lalonde puisque Garou Lou était dans ma vie. C'est sûr que pour le grand public, s'il y en a beaucoup pour qui Michel Lalonde, ça veut pas dire grand-chose au niveau du nom, ils ont peut-être entendu une chanson, mais enfin, ils connaissent pas comme ils connaissent Garou. Ça, c'est parfait, j'ai pas de trouble avec ça, parce que c'est sûr que pendant toutes ces années-là, alors que moi je travaillais comme réalisateur, ben ma carrière est un peu, disons qu'elle passait un petit peu en second lieu souvent. Mais à travers ça, ça veut pas dire que j'arrêtais d'être un artiste, et ce que je suis toujours. Et ce spectacle-là que je monte aujourd'hui, que je présente, j'ai commencé à y penser il y a à peine 6 mois. Je me suis dit, à un moment donné, je me rends compte qu'aujourd'hui, que le temps qui avance, il y a beaucoup de gens, je leur parle de Garou, surtout les plus jeunes, ceux qui n'ont pas été vraiment curieux de cette musique-là, ils la connaissent pas. Ceux vraiment qui ont fouillé dans les vieux vinyles de leur père, qui ont écouté les compilations, c'est un autre paire de manches. Donc, on a toujours des fans, vraiment, à travers de tout âge. Mais, alors, je voulais juste je pense peut-être pour mon public un petit peu plus âgé, leur raconter un peu l'histoire de Garou. Puis, Glenn, je suis franco-ontarien, oui. Je suis d'un petit village qui s'appelle Glen Robertson. Glen Robertson, oui. Oui, ça, alors, oui. Mais dans mon coin, il y a plusieurs Glenn. Il y a Glenn Sandfield, Glenn Gordon, Glenn Roy, Glenn Nevis. Moi, j'aime Glenn Nevis. C'est mon préféré, Glenn Nevis. Je sais pas pourquoi, je le trouve juste drôle, ce Glenn-là. C'est vrai que c'est un bon nom. Ben, parce que Glenn, ça veut dire un vallon. Hein. Oui. Puis c'est tous des noms qui ont été donnés souvent à des familles écossaises à l'époque. Mais Glen Robertson, tout le monde appelait ça Glen parce que c'était à peu près le plus gros des villages des Glen autour. Donc on était si tu veux, la métropole des Glen. Et donc quand on disait je viens de Glen, tout le monde savait. Et c'était le dernier village à 2 kilomètres, on était rendu au Québec. D'ailleurs, on avait au sud, c'était le Québec. Puis si on allait un peu vers le nord, c'était encore le Québec. Donc, moi je dis souvent aux gens que c'est un peu comme le village d'Astérix quand vous regardez les bandes dessinées. C'est le dernier village de Pointe. Mais c'est vrai, dans le village, tout le monde parlait français, mais dès qu'on sortait du village, évidemment, tout se passait en anglais. Ouais. Mais tu sais, j'ai eu l'impression, moi, surtout dans les années 50, 60, quand j'étais jeune, je veux dire, on a eu la télé, j'avais 7 ans, il n'y avait pas d'Internet, dans le fond, j'avais vraiment l'impression de vivre à l'époque comme un pied dans chaque culture, tu sais. J'avais de la parenté du côté du Québec qui était à 10 minutes de chez nous, puis donc, au niveau de ma culture, je pense que j'ai toujours été franco-ontarien, mais un franco-ontarien qui vit en Richard Desjardins m'a déjà dit ça, il parlait d'un homme de frontières, c'est toujours différent lorsqu'on est près d'une certaine majorité ou d'une autre réalité. Donc, je pense que ça a fait beaucoup pour ce qui est je pense, de mon approche à ma musique et à la chanson en général. On vient du même coin de pays. Ben, toi, tu viens de Hawkesbury. Moi, je viens de Hawkesbury, un homme de frontière aussi de mon bord. Moi, j'étais un peu plus loin de la frontière. J'étais à Apple Hill. Pour les personnes qui se connaissent vraiment en géographie, le petit village où l'église a passé au feu, c'est moi, ça. Je connais très bien Apple Hill. Je suis passé quand même assez souvent. Pas loin de Williamstown. Oui, aussi. Et voilà. Ah, le petit monde. Donc, ton secondaire, tu l'as-tu fait à Alexandria, l'école? Oui. C'était-tu encore GDHS, Glengarry District High School? Ça s'appelait Glengarry District High School dans le temps, GDHS. Ouais, c'était encore ça. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Ben, c'est cool. Sûrement qu'ils ont changé une couple de casiers. Mais à l'époque, la réalité était que, puis ça, c'est vraiment... moi, j'ai eu la chance d'apprendre l'anglais assez jeune, parce que mes parents avaient un commerce, donc il y avait des commis voyageurs qui venaient, on avait des clients qui parlaient anglais. Mais les gens qui vivaient sur les fermes à l'époque, là, ils parlaient pas anglais. Fait que quand ils arrivaient au high school, en 9e année, tout était en anglais, sauf les cours de français. Je veux dire, j'ai bien de mes copains, moi, avec qui j'ai commencé la première année, qui ont fini à la 8e, puis ils sont découragés, puis à Noël, ils ont été à la 9e année, puis ça fait des gens
qui n'ont pas de secondaire parce qu'il n'y avait tout simplement pas les moyens de continuer, il n'y avait pas les connaissances. Et ça se passait comme ça dans ce temps-là. Aujourd'hui, c'est sûr que c'est différent. Mais vraiment, j'ai vécu ça. Moi, donc, je me considère chanceux que jeune d'avoir été exposé quand même à l'anglais, ce qui m'a donné une chance de réussir au secondaire puis d'aller plus loin. Mais c'était vraiment une réalité à l'époque. Ouais, je l'ai dit en entrée de jeu, 50 ans de carrière, ça se célèbre. C'est-tu vraiment ça, le spectacle? C'est de revivre tous les meilleurs moments de cette carrière-là? Ben, ce que c'est que moi, je veux dire, je fais ce show-là, c'est un peu comme si je vous invitais dans mon studio, dans ma cuisine, chez nous. C'est un peu comme ça que je le fais. Parce que je fais toujours des spectacles avec des musiciens, mais le problème avec les musiciens, c'est faux, la logistique de coordonner tout le monde, puis en tout cas, fait que j'ai dit, je vais monter un one-man show parce que j'avais le goût de partager peut-être ma musique un peu plus de façon personnelle. J'ai un petit peu une frustration, souvent je joue mes tonnes chez nous, puis je dis, Colin, j'aimerais ça, qu'il y ait du monde là, bon, donc que ça soit comme, tu sais, que je sois pas obligé de penser, être branché, des boniteurs, c'est tout ça. Donc, j'ai réduit vraiment la technique, je fais une exploration avec des nouveaux genres de micros, qu'on voit souvent dans les festivals bluegrass, des micros captent de loin. Donc, dans le fond, je peux presque faire le spectacle en entier avec un micro. Juste un micro, la voix et la guitare, puis c'est tout. Donc, ça me permet d'être un peu plus dégagé. Il n'y a pas de band sur la scène, je suis tout seul. Et il y a une partie où je suis assis à ma table, il y a une partie où je suis debout. Et quand je raconte, évidemment, je raconte le cheminement, je raconte comment c'est arrivé, toute l'histoire de Garou-là, comment on a changé de nom, les années 70, c'était comment un peu tout ça. Je raconte tout ça, mais je le raconte à travers mes chansons. Donc, quand il y a une de mes chansons qui convient, puis je dirais que l'autre moitié du répertoire, musicalement, c'est des chansons de Garou-Loup, de Loup-Garou, que je fais comme on les a trouvées. C'est soit qu'on les a entendus de quelqu'un ou on les a trouvés dans un livre. Donc, je les fais pas comme... Vous entendrez pas des solos de guitare puis des envolées de clavier. Vous allez entendre vraiment des chansons plus pures. Puis, donc, c'est ça. Ça fait que c'est le signe de simplicité. Puis, évidemment, là, les gens qui vont venir me voir mercredi, évidemment, c'est un 20 minutes, c'est un condensé. Oui. Mais le spectacle lui-même est en 2 parties. Donc, la première partie, un peu plus Loup-Garou. Deuxième, plus Garou-Loup. Puis, il y a moi à travers tout ça. Puis, en tout cas, c'est une soirée où j'aime ça dire aux gens qu'on puisse prendre le temps de se parler. Fait que c'est un peu ça l'ambiance générale là, du spectacle. Quand tu y penses, il y a comme des grands groupes franco-ontariens. Si on pense, là, il y a Garou-Loup, Cano, puis les Rotswamp. Si on met dans le folk trad. Dans le folk trad, oui. Il y a ça, puis il y en a 2 qui ont dû changer de nom pour des droits d'auteur. C'est quand même impressionnant. C'est quand même fou, hein? À cause des Rotswamp, c'était Caribou. Avant, oui, exact. Mais il y avait déjà un autre band qui s'appelait Caribou. Hein? Pas seulement ils volent les chansons de Loup-Garou pis de Garou-Loup, faut qu'ils volent l'idée de changer. Mais c'est drôle toute cette affaire-là parce que tu sais c'était vraiment un genre d'arnaque. C'est drôle parce que ça nous a éduqué un peu parce que le type, il est décédé maintenant, donc je peux en parler. C'était Pierre Mallet, c'était un producteur. Lui, dans le temps, à l'époque, il y avait beaucoup de versions en français qui faisaient des chansons américaines. Bon, on entendait une chanson des Stones, on l'enregistrait dans la nuit, on faisait une version française, puis ça sortait à 8 heures le matin en français. C'était vraiment comme ça que ça se passait. Fait que lui, c'était un genre de ramasseux de droits d'auteur, puis ça, puis il a vu qu'il y avait une troupe de danse qui s'appelait l'Ensemble folklorique Les Loups-Garous, qui je pense n'existe plus aujourd'hui. Mais eux autres, c'était des danseurs. Il n'y avait pas de musiciens. Il est allé voir, il dit, écoute, il y a un groupe qui a un nom comme vous autres qui s'appelle Loup-Garou. Il dit, vous pourriez engager des musiciens, puis ils enregistrer de la musique, puis ils dit, on pourrait vendre ça pour faire de l'argent. Ça pourrait être une passe. Il faut faire de l'argent pour la troupe de danse. Ça fait qu'ils ont sorti un deuxième disque de musique instrumentale avec des musiciens engagés. Et ça a été écrit en gros Loup-Garou, évidemment. Ensemble folklorique en tout petit. Puis il y a beaucoup de gens qui ont acheté cet album-là pensaient que c'était notre album. Donc c'était mais quand on a passé en procès avec devant le juge, je me rappelle, c'était un juge irlandais, puis il avait demandé à M. Nolin, il avait demandé, il dit, pourquoi il dit, vous vous intéressez soudainement au folklore, puis tout ça, tu sais. Ben, on pensait que dans le temps, il y avait un renouveau nationaliste, tout le monde, tu sais, on sortait nos bottines de feuilles puis nos drapeaux, on pensait que ça nous ferait de l'argent avec ça, tu sais, puis que ça serait payant. En tout cas, tu sais, c'était vraiment ça. Puis le juge l'avait regardé, puis il voulait dire, c'est ça que je pensais. Mais en tout cas, ça, il n'y avait pas le choix, le juge, parce que les noms étaient trop semblables. Mais il nous a permis de laisser notre album sur le marché, qui s'appelle Loup-Garou. On n'était pas obligé de, tu sais, on a pu quand même continuer à l'exploiter. Mais il a fallu changer de nom. Puis, je sais pas s'il y en a un de vous deux que je vais mettre dans un groupe, mais quand on essaie de se trouver un nom en groupe, là, c'est un exercice très intéressant. L'enfer, il y en a des affaires. Fait qu'à un moment donné, on était rendu, on avait 2 choix. On avait Loup-Garoc ou bien non Garou-Loup.
Ah! Hein? Garoulou, ça sonne un peu mieux. On était deux qui voulaient le Garoc. Moi, je voulais le Garoc. Ouais. J'ai perdu. Je pense que Garoulou, c'est plus évocateur. Mais dans le temps, c'était ça. On pensait à rock. En tout cas, c'est un peu ça. Fait que c'était une histoire. Ça nous a fait finalement plein de publicité. Ben absolument. Puis vous l'avez bien... Votre nom, vous l'avez bien utilisé. Vous avez fait tellement de belles choses. Moi, je trouve ça vraiment fascinant de pouvoir connaître vos histoires parce que je les ai entendues de Marc, puis je les ai entendues de Bobby Lalonde aussi. J'ai travaillé longtemps avec Bobby, fait qu'il y a des histoires que je connais de l'époque du rock de Garoulou que j'aime beaucoup. Puis de Marc aussi, je donnais même des cours de musique à son gars Max. Fait que, mais justement, je me demande, ces histoires-là, quand vous laissez aller, est-ce que vous laissez aller à 100% ou vous gardez une petite gêne? Oh, ben, je dirais, écoute, on se garde toujours une certaine gêne. Il y a toujours, tu sais, mais je veux dire, pas vraiment. Nous autres, je sais pas, écoute, évidemment, tu sais, le groupe a vécu beaucoup de, comme l'affaire du changement de nom, c'est arrivé le matin du lancement, tu sais, il y avait un huissier avec un document, tu sais, c'est quand même, c'est un gros choc. Ben oui. Tout de suite après ça, il y a deux des musiciens qui étaient originaires de l'île du Prince-Édouard, qui, eux autres, ont décidé qu'ils retournaient chez eux, ils étaient venus d'accord pour faire le projet, pis ça, mais, fait que là, on se retrouve, faut changer de nom, puis il faut trouver un nouveau guitariste puis un nouveau claviériste, tu sais. La commande était grosse, hein. C'est pour ça que l'hiver qu'on a passé après, lorsqu'on a créé Garoulou, il y a eu quand même plein de hits avec, Germaine, Combien du Maréchal Biron, Zédinois, La retraite de Bonaparte, l'album au complet, il y a plein pratiquement. de chansons qui ont sorti cet album-là. Ça fait que, tu sais, mais c'était quand même pas évident, là, tu sais. C'était pas évident, on aurait pu piquer du nez complètement, ça aurait pu, la chimie qui était là, heureusement, n'aurait pu pas être là. Tu sais, donc, c'est vraiment, c'est jamais linéaire, les choses. La vie fait les choses comme, il faut être capable, je pense qu'il faut être persistant, mais aussi il faut être ouvert à ce que la vie nous propose. Marc Lalonde, c'est votre frère? C'est ça? Oui. Puis Bobby, c'est pas parenté. C'est ça. Ben, je pense que nos pères, Bobby et moi, étaient cousins, parce que sont tous les deux de Sainte-Anne-de-Prescott. Oui. Ouais. Donc, sûrement parents, mais je dirais peut-être troisième cousin, quelque chose comme ça, là. C'est quand même impressionnant que... il y a trois trois Lalonde. Tu sais, c'est un bon chiffre. Talent dans la famille. Oui, exactement. Ben, on a très hâte de voir. Ben, moi, je sais que j'ai hâte. Je sais qu'en grandissant, on écoutait du Garoulou. Je pense pas que de mon vécu, j'ai jamais connu le loup-garou. Mais je sais, quand j'étais jeune, on avait des CD de Garoulou, on écoutait ça. À toi, Belle Hirondelle, c'était une de nos chansons préférées. Puis là, de les revoir potentiellement en spectacle, en version live avec le gars qui chante, c'est quand même impressionnant. Fait que je pense que... Et des nouvelles tunes aussi. Et des nouvelles tunes aussi. Exactement, de voir justement ce cheminement-là. Puis les histoires aussi. Les histoires qui sont racontées entre ça, je pense que ça peut vraiment être... Ben pas ça peut, ça va être un spectacle incroyable. Puis j'ai vraiment hâte de ça lance de bien voir Contact ça. aussi. Vraiment, exact. Ils l'ont donné à la bonne personne, je pense, pour faire les vitrines la première soirée. Ils ont dit, on va faire ça en gros, là. Garoulou, Michel Lalonde, la job va être faite. Ben, merci pour vos belles paroles. Moi, j'ai bien hâte. Puis, comme je dis, j'ai surtout hâte de voir un peu quelle résonance ça va avoir avec le public. Parce que moi, j'ai hâte de retrouver ces gens-là. Puis, on verra bien. Puis, pour les gens, c'est un open bar. Je dis ça de même. Fait que ça va swinger. Merci beaucoup. Heureusement que je joue plus tôt en soirée. Merci beaucoup. À la prochaine, les gars. Merci beaucoup. Au revoir. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Un homme, une guitare, des micros. Eh ben, un micro. Oh, oui. En fait, on le sait pas. Non, mais il peut en avoir plus qu'un. À Contact Ontario, on va pouvoir le figurer. Il va avoir un MC. Fait qu'il y a au moins deux micros. OK. Oh, mais sur la scène, moi, je parlais dans le show, là. Come on. Les journalistes qui veulent poser des questions avec le micro. Oui, mais ça, ça fait pas partie du spectacle. Pour moi, oui. C'est l'avant ou l'après? C'est un événement théâtral. C'est ce qu'on appelle la performativité, tel que décrit par Josette Ferral dans ses textes. Wow! Oui, j'ai pris des cours de théâtre et je ne sais même pas ce que je viens de dire. Je pense même pas que son prénom, c'est Josette. Je sais que son nom de famille, c'est Ferral. C'est des séquelles que t'as, en fait. Ah oui, tête, avec monsieur Alexandre quelque chose, je me souviens plus de son nom, mais il était fort sympathique, mais exigeant.
En fait, moi, dans le bac en théâtre aussi, j'ai pas fait moi, c'était une mineure en théâtre, là. Je suis pas aussi aventureux que toi, là. Mais, oui, c'était très demandant, t'as raison. Oui, pour un bac qui t'apporte à rien en plus. Hey, pourrais-tu me couper un peu de slack? C'est pas comme si m'avoir une job. Les cours de jeu à 8h le matin. Je pense 9h, tu sais, au secondaire, t'as des cours de choix de carrière. Oui. Il y a jamais un prof ou un quiz qui va te faire « Hey, sois donc artiste. » Oui, non, c'est ça. C'est comme « Hey, t'as-tu déjà pensé à pas avoir d'emploi? » Oui, c'est ça. Ou de pas avoir un revenu stable. C'est ça. Ou une stabilité mentale aussi. Mais là, après ça, on a des gens comme, justement, Michel Lalonde, qui a clairement eu un 50 ans stable. De carrière incroyable. Exact. C'est long, 50 ans de carrière. Plus tard, cette semaine, on parle à Joseph Edgar, qui vient d'avoir 50 ans. Oui, exactement. À penser que Michel Lalonde a plus d'expérience que les années de vie de à Joseph Edgar. Puis il a quand même 50 ans. C'est fou, hein? C'est quand même pas jeune, 50 ans. On n'en a pas parlé, 200 000 albums vendus. Moi, sous mon nom, j'ai jamais vendu d'album, surtout parce que j'ai jamais fait d'album physique. Là. Ben ça tombe bien, personne voulait en acheter. C'est ça. Il y a juste personne qui en achète. C'est pour ça que j'en fais pas. Ça tourne! Encore. Ah, j'aime ça, ces moments-là. Merci d'avoir été des nôtres. Ça va continuer à tourner encore demain. Oui. Même heure, même poste sur les plateformes aussi. Puis suivez-nous sur les réseaux sociaux. Demain, on est en Ontario aujourd'hui. On va aller faire une petite virée dans l'ouest, dans les prairies. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, moi, je pense que c'est une bonne idée. Je sais pas pourquoi j'essaie de faire un accent des prairies. C'était le pire accent que j'ai entendu de toute ma vie. Je sais même pas comment faire un accent des prairies. Moi non plus. Faut-tu parler avec... Tu sais, quand t'es jeune, puis tu mets un morceau de gazon, dans la bouche. Oui. Parce que tu trouvais pas de paille ou... C'est ça, j'essaie. Merci. J'essaie de dire paille. Tu tirais la paille, fait que t'avais juste du gazon. La fois, j'avais paille dans la tête. Paille. Mais là, j'étais comme ça, c'est juste une paille, tu sais, avec un breuvage. Mais non. As-tu déjà joué à ce jeu-là où ce que tu prends comme le plus petit, mettons la courte paille, genre, puis c'est celui ou le courte gazon, gazon? Moi, une fois, je pense, puis moi, quand j'étais jeune, j'avais la chance d'être grand. Fait que je pouvais dire non. Puis là, je faisais OK, Nicolas. Ouais, moi, j'avais pas le choix. 5 pieds en 4e année, on va t'écouter. Moi, j'étais petit, j'étais encore petit. Tu mesures combien? Je sais pas. Pas pour être indiscret, 5'6"? Mais je pense que... Oh oui, facile. Ouais, 5'7". Un gros 5'6". Un 5'7"? Non, je suis pas 5'7". Je pense pas. Je le sais pas. En plus, sur mon permis de conduire, ça le dit en centimètres. Fait que je le sais pas. On le check. Puis on en parle demain, c'est le même qu'on ouvre. OK. Si on s'en souvient. Parfois, on va essayer. Short Kings, out. Merci d'avoir été là. Bye bye.